Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une quatrième vidéo, une deuxième vidéo qui est un petit peu plus conceptuelle. On va essayer, je pense, de garder ce rythme-là. Une vidéo orientée davantage récit et explication de la partie. Et une vidéo, comme je vous l'avais dit, un petit peu plus conceptuelle où on va essayer de raconter un aspect du jeu. On va essayer de raconter une façon de comment est-ce qu'on peut travailler dans le jeu, essayer d'améliorer son équipe par un aspect ou un autre, un autre du jeu. Avant d'entrer dans le vif du sujet, sur cette carrière, vous aurez le lien en description, dans la description donc, de la vidéo. J'ai ouvert un fil sur le site FMS Life où je raconte également la partie. Vous retrouverez donc dans cette story, puisqu'on appelle ça une story, j'en ai fait il y a très longtemps sur de vieux FM avec d'autres parties, avec d'autres clubs. Je sais même pas si on peut encore les retrouver. À la différence des vidéos que je fais où là on parle et on montre des choses, la story permet une chose, c'est de faire appel à l'inventivité, à la créativité, puisque l'objectif à l'écrit, c'est de romancer la chose, c'est de donner un côté un petit peu plus, comment dirais-je, fictionnel. Et écoutez, moi ça m'amuse aussi, pourquoi pas, de temps en temps essayer de raconter une histoire autour de cette partie de cette carrière. Donc voilà, pour ceux qui n'auraient pas ce lien, vous l'avez en dessous. On est encore au début pour le moment, mais on va essayer. Vous retrouvez les vidéos et vous retrouverez avec certaines choses un petit peu écrites et je prépare des choses un petit peu différentes pour ça. Et donc restez connectés à cette page parce qu'il y aura aussi là-dessus des petites surprises. Donc cette quatrième vidéo, pardon, elle sera orientée mercato. Préparation du mercato et comment je vais dire, comment faire travailler ses recruteurs, son équipe de recrutement sur une cible et comment bien cibler un joueur et comment éviter des erreurs au mercato. Alors on est toujours là au 18 octobre, on est toujours après 8 journées du championnat. J'aurais pu avancer davantage dans la partie. Je pense que le fait de faire cette vidéo à 2 mois et demi du mercato d'hiver et surtout à un moment où on peut envisager encore de prendre des jokers, ça a un intérêt parce que là, si on a besoin, on peut prendre un joueur immédiatement. Alors, pour rentrer davantage dans le contenu, ce qui s'est passé, c'est que j'ai un petit peu analysé, et on va regarder cette analyse ensemble, le rendement de mon équipe. On l'avait regardé la dernière fois, ça n'a pas changé. Nous sommes toujours 5e de Ligue 1. Nous avons toujours 14 points en 8 matchs, donc le bilan est extrêmement positif d'un point de vue comptable. Et on fait un très très bon début de saison. À côté de ça, vous voyez ici, on n'a mis que 7 buts. On n'a mis que 7 buts, ce qui est quand même pas très très élevé. Si je m'intéresse un petit peu aux données statistiques que l'on présente, vous voyez qu'on n'est que 11e au nombre d'expected goals, ce qui est vraiment pas très élevé, 9 expected goals et on a marqué 7 buts, ce qui montre d'ailleurs aussi qu'on est on est un petit peu en dessous. Et surtout, ce que je voulais vous mettre en avant, c'est que sur ces 7 buts, on a mis 4 buts sur corner. Alors, ça veut dire qu'on les tire bien, ça veut dire qu'on a une bonne préparation des coups de pied arrêtés, ça c'est positif. À côté de ça, ça veut dire que finalement, sans les coups de pied arrêtés, on serait peut-être beaucoup moins bien classé, beaucoup moins bien au classement. Je ne néglige pas l'aspect chance et l'aspect réussite dans le jeu, et je sais très bien qu'à un moment donné, ça se paiera. Et il faut éviter ça. Si je m'intéresse encore davantage et de plus près à ces données et à l'analyse des données, je vais dans le centre de données et qu'est-ce que je vois dans la prestation de l'équipe? On l'a vu la dernière fois, d'un point de vue offensif, on est très en dessous de la moyenne. On marque peu, on se crée peu d'occasions, on tire beaucoup parce que j'ai comme consigne de demander à mes joueurs de tirer à vue, mais à côté de ça, on n'est pas spécialement dangereux. On dribble peu, donc là aussi, on va pouvoir, pourquoi pas, réfléchir et regarder à ce qu'on peut aller chercher. Et on n'est pas très en réussite sur les centres. Ce qui est là aussi un problème quand vous êtes une équipe qui essaie de jouer en contre et qui s'appuie beaucoup sur les côtés et sur le jeu sur les ailes. Quand je m'intéresse encore davantage à cette analyse, qu'est-ce que je vois? Je vois que finalement, en termes d'expected goals, hors penalty, on est dans une juste moyenne.
On est quand même un petit peu en dessous. On est à moins d'un expected goal par match de moyenne. Et vous le savez, cette analyse, elle s'accompagne de l'analyse des 2 derniers matchs. Contre Toulouse, le temps que ça charge, c'est toujours aussi lent. On a mis 1,74 d'expected goals. Contre Nice, on a mis plus de 2. On est à 2,20, je crois. 2,08. Ça veut dire que sur tous les matchs d'avant, on est sur des rendements extrêmement faibles. Alors pourquoi est-ce qu'on est sur ces rendements extrêmement faibles et extrêmement décevants? Comme on l'a vu tout à l'heure, on n'est pas très en réussite sur les centres. Je pense aussi qu'on a un problème en termes d'animation offensive et en termes de joueurs susceptibles de faire des différences. On est repassé dans un 4-3-3, on l'a vu la dernière fois, qui est repassé avant le 4-2-3-1. Je ne désespère pas du 4-2-3-1. C'est quand même la tactique que je préfère utiliser. C'est quelque chose qui me plaît depuis très longtemps. Je pense que c'est le schéma qui permet le mieux à la fois d'animer les côtés, animer les couloirs, qui permet le mieux d'avoir de la présence au milieu de terrain et d'avoir du nombre au milieu de terrain, et que c'est la tactique qui permet le mieux de mettre en valeur les éléments, les joueurs les plus techniques. Dans ce domaine-là, on est en retard. Le joueur qui est un petit peu notre joueur clé et qui joue ce rôle de meneur de jeu un petit peu par défaut, parce que je pense que c'est pas tout à fait ce qui lui convient le mieux, c'est Lamine Camara. Lamine Camara, c'est un joueur qui a des qualités indéniables et qui a une vraie marge de progression et qui progresse énormément. Mais vous voyez, au niveau de ses statistiques, il est quand même assez loin d'un numéro 10 de Ligue 1. C'est un joueur que j'aimerais bien repositionner dans un rôle davantage de joueur de soutien et d'accompagnement dans un 4-2-3-1 en numéro 8. Mais pas comme meneur de jeu avancé, comme un joueur qui doit un petit peu tout faire avec le ballon. Au début de saison, vous vous souvenez, on lui avait donné beaucoup de tâches et ça ne lui avait pas beaucoup réussi, puisqu'il devait aussi pas mal défendre. Je pense qu'il peut avoir un rôle de milieu polyvalent, mais accompagné à la fois, s'agissant de défendre, par un joueur d'équilibre, qui serait le numéro 8 défensif qui jouerait à côté de lui, et par un meneur de jeu avancé qui se jouerait en numéro 10 en soutien de l'attaquant. Autre élément par rapport à l'attaquant, c'est l'attaquant ici, Oscar Estupiñán. Simon Lisor, qui est son remplaçant, c'est un petit peu la même chose. On voit qu'il touche quand même assez peu de ballons, ce qui est quand même un problème. On le trouve pas forcément facilement. Alors c'est pareil, le dernier match, on a eu beaucoup plus d'occasions, mais c'est quand même un joueur qui est assez peu en position de tir et en position de frappe, qui touche peu de ballons, qui est peu servi, qui doit faire un petit peu tout et se déplacer énormément dans le vide. J'aimerais bien un petit peu revenir là-dessus et corriger ça assez rapidement. L'urgence sur laquelle je pense qu'on peut agir, parce que je pense que là c'est un vrai manque, c'est le numéro 10. Je vous parlais tout à l'heure des joueurs de côté que sont Cheikh Sabali, Joël Assoro ou Ablaye Jallo. C'est vrai que leur début de saison est plutôt mauvais. Vous voyez ici, leur note moyenne est assez faible. On l'a vu tout à l'heure. On a du mal à mettre le danger dans les couloirs. Néanmoins, je pense que s'agissant d'eux, on peut améliorer les choses tactiquement. Je pense qu'ils ont des qualités indéniables. En revanche, je pense qu'on a un vrai manque en poste de numéro 10. On a un vrai manque et on peut le voir ici dans l'analyse d'effectifs. On va le voir ici. Si j'enlève ici, je mets juste les milieux offensifs. Vous voyez qu'on n'en a déjà pas 50. Et surtout, on n'a pas ce profil-là. On n'a pas ce profil-là. On a Lamine Camara, qui, comme je vous l'ai dit, est un joueur intéressant au niveau de ses statistiques. Je vous avais présenté dans la première vidéo comment j'utilisais ces données-là, qui sont un petit peu les données, les statistiques clés que je veux que mes joueurs maîtrisent. Vous voyez que lui, s'agissant que je pense qu'en Ligue 1, la moyenne, ça doit être autour de 13. Lui, il y est, mais sans briller, sans être un joueur au-dessus de la moyenne, au-dessus de la mêlée, sans être un joueur de grande classe. C'est un joueur en devenir. Le reste, c'est des joueurs de côté ou des attaquants. Donc, on a un vrai manque. On a un vrai manque. Et ce manque, on va essayer de le combler ensemble. Alors, ce travail-là, j'ai déjà commencé à le faire. On peut regarder ici, dans l'analyse, donc le côté recrutement. Alors oui, avant ça, je vais vous montrer ce que j'ai fait, parce que j'y ai mis beaucoup de temps et de moyens. On a refait l'équipe de recrutement. Au départ du jeu avec Metz, vous aviez un directeur sportif et un recruteur, qui était Cyril Serretzoum, qui était le seul avec Bob Tari, donc vous n'aviez un petit peu que ça.
on manquait cruellement de ressources, d'hommes et de moyens. J'ai mis beaucoup de temps à recruter des recruteurs, parce que je voulais vraiment des hommes avec de grandes qualités et avec une vision qui permette et qui leur permette un petit peu d'aller regarder ailleurs. Vous pouvez voir que malgré tout, pour de la Ligue 1, on est un petit peu en dessous en termes de potentiel. On parlera un jour de comment j'essaie de recruter le staff et comment on peut travailler à améliorer son staff technique, parce que je pense que l'équipe technique, ce sera la même chose. Il faudra mettre le paquet là-dessus. C'est pas toujours évident de le faire et c'est plus compliqué maintenant qu'avant. Avant, vous pouviez recruter un peu n'importe qui comme recruteur. Aujourd'hui, les recruteurs ne viennent pas n'importe où et toujours dans votre club. Vous avez maintenant votre club ne peut pas attirer tout le monde. Je ne peux pas demain aller débaucher un recruteur du Real Madrid. Il refuserait de venir. Pourtant, je ne vois pas l'intérêt de filer un contrat à quelqu'un qui n'apporterait pas une plus-value réelle à votre équipe de recrutement. Donc, les recruteurs, c'est pas compliqué. Il vous faut des gens qui savent évaluer des joueurs, qui savent évaluer un potentiel et qui sont adaptables. L'adaptabilité, elle leur permet de facilement se mettre à une nouvelle recherche et, si besoin, de facilement aller vers d'autres pays et de découvrir de nouvelles bases de données. Donc, c'est une donnée importante. J'ai essayé de prendre les meilleurs possibles dans leur domaine par rapport à ceux qui m'ont été proposés. J'ai utilisé pour ça l'offre qu'on dépose en ligne. J'ai eu des réponses, donc j'ai eu ces réponses-là. Ce que j'ai recherché aussi, c'est d'avoir un réseau de recrutement, de pouvoir l'étendre un petit peu. On voit qu'on est quand même un petit peu limité encore en termes de zone géographique, mais je pense qu'on a quand même une bonne connaissance de l'Europe maintenant. On est quand même installé un petit peu partout. On a une bonne connaissance de l'Afrique par nos rapports et par nos liens avec Génération Foot et par les liens qu'on peut avoir dans le club. Et surtout, on n'avait quasiment aucune relation avec l'Amérique du Sud. J'ai voulu améliorer cette relation-là avec l'Amérique du Sud. Ce qui manque encore à ce staff technique, c'est une connaissance des réseaux scandinaves. Vous voyez que là, on est encore dans le gris. Ça veut dire qu'on n'a personne pour l'améliorer. Et vous voyez que dans l'équipe de recrutement, j'ai laissé un poste vacant de recruteur. Donc, il y en aura un qui va arriver et qui va nous permettre de combler ce manque. Et on va le chercher. Je pense qu'il faudra un petit peu de temps parce que, comme je vous dis, il n'y en a pas toujours 50 000 qui ont ces connaissances-là. Et il faut les convaincre de venir à Metz. La même chose s'applique pour les analystes de recrutement. Il faut quand même qu'ils aient une bonne connaissance des notions tactiques, de l'évaluation d'un joueur et du potentiel, et de l'analyse des données. Et c'est pareil, pour recruter des bons, il n'y en a pas 50, et des gens qui ont des plus-values, il n'y en a pas 50. Donc j'en ai recruté un seul, faute de mieux, et en attente de pouvoir en recruter un deuxième. Ce que je ferai dès que j'aurai trouvé la perle rare, et dès que j'aurai trouvé une deuxième personne tout à fait à même de pouvoir occuper ce poste-là. Donc, on a déjà fait en sorte, très rapidement, parce que je savais, en démarrant la carrière, que l'effectif devrait être amélioré, et qu'il y avait du potentiel à aller chercher de ce point de vue-là, donc de mettre le paquet sur l'équipe de recrutement, et pouvoir remonter une équipe et un staff de recruteurs et de recrutement à même de répondre à nos besoins. Ces gens, alors, je laisse mon directeur sportif et mon responsable du recrutement, je les laisse gérer la plupart ici des recherches ciblées. Ça, vous avez ici, c'est un peu ce sur quoi vos recruteurs travaillent. C'est nouveau, je crois que avant ça se présentait pas comme ça. Je sais plus trop comment ça se présentait, mais c'était pas comme ça. Aujourd'hui, vous avez les moyens, la possibilité de donner à vos recruteurs, de dire vous allez me chercher si vous allez me chercher ça. Soit un profil, soit d'étudier un championnat ou d'étudier un pays. Ce qui est en blanc, c'est ce que mes dirigeants et mon directeur sportif a donné. Ce qui est en bleu, c'est ce que moi je leur ai donné et ce que je leur ai demandé de rechercher. Après, ils se débrouillent pour me trouver des joueurs. Et moi, après, je pioche là-dedans. Et je pioche par rapport à ce qu'ils ont pu me trouver. Alors, vous voyez, moi, je leur ai demandé de me chercher un attaquant de côté, un ailier plutôt, un ailier, et un meneur de jeu offensif centre, un numéro 10, comme on a vu tout à l'heure. Et je leur ai demandé également d'aller regarder ce qui se passait en national. Alors je crois qu'ils m'ont pas trouvé grand-chose pour le moment d'intéressant. Voilà. Ils m'en ont trouvé qu'un seul. Bon, je
pas très convaincu de son niveau. Lui, je crois, avait des données, des choses intéressantes. Voilà, pour un buteur, on peut le suivre. Il y a des joueurs qu'on peut regarder un petit peu, suivre et voir un peu leur évolution. Pareil au niveau des joueurs très jeunes, des joueurs de 15-20 ans. Bon, ils m'ont rien trouvé pour le moment. Voilà, c'est pas très grave, c'est des choses sur le long terme et qui peuvent regarder. Là, on va revenir vraiment sur la priorité qui leur a été donnée, c'est le numéro 10. Alors, on voit, je crois que je leur ai remise il n'y a pas longtemps, cette recherche, donc c'est pour ça qu'elle est à ses débuts et qu'il n'y a pas eu beaucoup de joueurs trouvés, de recommandations. Donc, ils m'en recommandent deux, ce joueur-là, il y a Serras Pria de Watford et Iago Falqué, donc qui est un joueur libre. Je préfère pour moi aller regarder maintenant, là c'est des rapports qui me donnent immédiatement, sur ce qu'ils m'ont trouvé déjà, de ce qu'ils m'ont tous trouvé. Donc vous voyez, j'ai déjà fait ce travail ici, un petit peu de filtre. Ce qui est fondamental ici, ce sont les filtres que vous utilisez, les conditions que vous leur mettez. C'est ce qui va un peu déterminer les joueurs qu'on va un peu regarder et ce qui va un peu vous faire un pré-filtre, parce que sinon des joueurs, vous en avez plein. Et comme ça, vous avez les moyens à la fois de trouver des joueurs qui peuvent vous convenir, des joueurs que vous connaissez peut-être pas ou des joueurs que vous connaissez. Vous pouvez très bien demander à vos recruteurs d'aller chercher tel ou tel joueur que vous connaissez vous. C'est vos recommandations. Moi, j'aurais fait des recommandations sur certains joueurs que je connais. Là, c'est les joueurs qu'eux ont scouté. J'aurais demandé de me chercher des attributs. C'est des attributs clés. Qu'est-ce qui nous manque pour ce numéro 10? Qu'est-ce qu'on attend de lui? On l'a vu au départ, on attend énormément sur ces données-là. Moi, je veux des joueurs qui soient intelligents et mobiles. Voilà, c'est principalement ça, la qualité qui est commune à tous les joueurs. Et le numéro 10, il faut qu'il soit notamment très bon techniquement, supérieur à la moyenne, qu'il apporte une vraie plus-value. Je ne veux pas un joueur d'appoint, je veux un joueur titulaire ou un joueur qui apporterait un vrai plus. Donc je leur ai mis ici donc, des attributs clés, des statistiques clés, sur lesquelles j'attends quelque chose. Je veux un joueur comme c'est un numéro 10, évidemment, qui soit capable de contrôler correctement les ballons, de faire de bons appels de balles, qu'il ait un bon équilibre, parce qu'il aura sûrement des joueurs qui seront sur le haut marquage et il aura sûrement une grosse pression physique, donc qu'il soit capable de rester debout, qu'il ne soit pas un joueur qui soit en difficulté dès qu'il y a un duel, qu'il soit agile, c'est-à-dire qu'il puisse rapidement passer d'un pied à l'autre, passer d'une position à l'autre. On doit aller très vite, c'est des postes où il faut agir très vite et réfléchir très vite, qu'il ait une bonne agilité, qu'il soit capable de se déplacer intelligemment, donc les appels de balles et l'anticipation, comprendre le jeu, ce qui se passe autour de lui. Avec le ballon, qu'il ait une bonne vision du jeu, malgré tout, une bonne décision, qu'il soit inspiré, qu'il soit capable de trouver des solutions, qu'il soit capable de trouver des choses que personne ne trouvera à sa place. Évidemment, une plus-value technique, la passe et la technique ici. Et d'un point de vue de son mental et de son caractère, une bonne détermination. Comme je vous l'ai dit, je veux des joueurs qui soient mentalement forts, je veux pas des joueurs faibles. Ça peut faire la différence dans un championnat ou dans des matchs compliqués. Quand vous avez des joueurs qui tremblent sous la pression, c'est un problème. Et moi, je ne veux pas ça. On a déjà beaucoup de jeunes joueurs et on a déjà, je pense, en termes de détermination, des petits retards. Si on peut si on peut essayer plutôt de combler ça, ça peut être intéressant. Et j'aurais surtout donné à toutes ces statistiques et toutes ces données clés des notes par rapport à ce que j'attends selon ce que je recherche. Il y a des données où je veux vraiment un joueur de très haut niveau pour la Ligue 1. Pour moi, je classifie les notes parce qu'on n'est pas à un point près. Pour moi, un joueur qui a plus de 15, c'est un joueur top niveau pour le FC Metz. Parce qu'évidemment, si j'étais au Paris Saint-Germain, je ne mettrais pas ces notes-là, j'en mettrais des plus élevées. Donc je veux que ce joueur ait au moins 15 sur les données techniques, principalement, parce que c'est là que j'attends une plus-value. Donc techniquement, je veux un joueur très à l'aise. Donc je lui ai mis des 15 partout. Sur l'aspect physique, je vais davantage un petit peu baisser, vous voyez ici, sur l'équilibre, l'accélération, je lui ai mis seulement 13. Sur la détermination, j'ai mis 10. Parce que bon, si le joueur a 11 ou 12, c'est pas très grave non plus. Il peut avoir 11 ou 12. C'est mieux s'il a un peu plus, mais disons que 10, c'est la moyenne que j'attends, le strict minimum. On peut un petit peu varier. Vous voyez, j'admets que mon joueur soit peut-être un petit peu moins intelligent qu'un joueur top niveau. Pour moi, un joueur qui a plus de 15 tactiquement, c'est vraiment un joueur de très haut niveau. J'admets qu'on ait un joueur qui soit un petit peu en dessous. Voilà. Donc toutes ces données-là, voilà comment pour moi vous pouvez établir le profil du joueur que vous recherchez. Un milieu offensif centre,
Je n'ai pas à rechercher un rôle particulier parce que je ne suis pas en recherche d'un rôle spécifiquement. Et surtout, je pense qu'on peut travailler sur un rôle et disons que j'ai une tactique assez adaptable. Je peux définir ici un rôle en plus, si un rôle tactique, c'est-à-dire que par exemple, je recherche un attaquant de soutien, par exemple, qui pourrait très bien coller à ma tactique et à ce que je recherche, c'est-à-dire un joueur qui a surtout pour tâche et pour rôle d'être un point d'appui sur du jeu long et un joueur qui prend les espaces. Bon, c'est un profil qui est quand même assez rare, je l'ai pas cherché. Ça, on s'adaptera et je m'adapterai. Donc voilà les données qu'on recherche au niveau de ce joueur. Milieu offensif centre. Vous voyez, on a encore 453 joueurs qui sont susceptibles d'être trouvés. Sachant en plus que je leur ai demandé de me sélectionner que des joueurs qui étaient intéressés par venir au FC Metz. On a des joueurs qui sont hors budget alors. Vous voyez ici, ce qui va nous poser problème dans la recherche, c'est qu'évidemment on n'a pas d'argent. On n'a pas d'argent, je pense qu'on en aura un petit peu plus après, dans le temps. Je pense qu'à l'approche du mercato d'hiver, on aura un petit peu plus de sous. Surtout que d'un point de vue finance, on est pas trop mal. Pour le moment, vous comprenez bien qu'on n'aura personne. C'est déjà aussi une information. On ne pourra prendre personne. Là, on va pouvoir faire seulement une chose, c'est cibler des profils, cibler des joueurs et commencer à établir des contacts, établir des listes et voir ce qu'on pourra faire dès qu'on aura les moyens. Parce qu'il y a aussi la possibilité qu'on ait tout de suite des rivaux. Et le but, c'est de ne pas se faire distancer. Alors, je demande quand même s'il peut avoir seulement des joueurs qui sont connus, qui sont ciblés. Alors, vous savez, je l'ai mis pour ceux qui me suivent sur FMS Life, il y a des joueurs que j'ai déjà demandé et à qui dont je me suis déjà rapproché. Celui qui pour moi tenait la corde et qui la tient encore aujourd'hui, c'est Javier Pastore. Pourquoi Javier Pastore? Parce que tout simplement, c'est un joueur de classe mondiale sur les aspects techniques et tactiques. C'est un joueur qui en plus peut tirer des coups de pied arrêtés, ce qui est forcément une bonne chose pour nous. Les doutes que j'ai, c'est évidemment sur les questions physiques. Je ne suis pas convaincu qu'il puisse physiquement tenir le rôle que j'attends de lui. C'est un petit peu embêtant. Néanmoins, vous voyez, j'ai déjà un petit peu établi les rapports et vous voyez que c'est un joueur qui serait tout à fait ouvert pour venir à Metz. Il ne demande pas un très gros salaire, à peu près 20 000 euros par mois. Je pense on peut le lui offrir et ça peut tout à fait être quelque chose qu'on peut s'offrir. Pas pour le moment, mais plus tard. Il y a un joueur qui a retenu mon attention tout particulièrement pour la suite, c'est Agustin Martegani, qui lui c'est pareil. Alors c'est un jeune joueur qui joue actuellement en Italie à la Salernitana. Il a un avantage particulier, c'est qu'il a à peu près 15 partout, là où j'attends que mes joueurs aient 15. Ce qui veut bien dire qu'on parle d'un joueur de classe mondiale, à mon sens. Et il a une donnée qui est pas trop mal, c'est qu'il n'est pas mauvais en tir de loin. Il a quand même 13 et c'est une caractéristique qu'il maîtrise. C'est un joueur qu'on cible pour la fin de saison et pas un joueur qu'on cible pour l'immédiat et pour l'immédiateté. Mais on va dire que cette recherche m'a permis de demander à mes recruteurs de le suivre de près et je ne vais pas le lâcher. Et si je peux essayer de l'obtenir pour la saison prochaine, écoutez, on va pas se gêner. On voit qu'il n'a pas un très très gros contrat, un très gros salaire, 60 000 euros par mois. On peut, comment dirais-je, on pourrait s'aligner si on reste en Ligue 1. Euh, euh, à côté de ça, vous voyez que pour le moment, on n'a pas énormément de joueurs connus. Là, on est vraiment sur toute notre base de données. Il n'y en a pas 50 000. On peut un petit peu aller regarder. Alors, on peut un petit peu affiner le filtre. Parce que vous voyez qu'on a quand même 450 joueurs ici. On va mettre une limite d'âge, un critère d'âge. On va leur mettre max, 23 ans max. Je vais faire un projet Blueco. Euh, je veux que des jeunes. Vous voyez qu'on a on a encore ici 126 joueurs. C'est déjà mieux que 450. Lui est toujours en tête de la liste. Vous voyez, lui, par exemple, on n'a pas beaucoup d'informations. Euh, bon, bah, c'est bien qu'on n'en ait pas beaucoup. On n'a pas de détails, mais il n'a pas le profil recherché. Lui, Carlos Alcaraz, il pourrait l'avoir, il est trop jeune. Trop cher, pardon.
lui ici, 20 ans, ça pourrait avoir le coup de se renseigner d'un petit peu plus près. On voit qu'il y a déjà des clubs sur lui d'un bon niveau. Je vais lui mettre observer le joueur et mettre un recruteur sur le dos. On a quand même pas mal de profils. Alors on voit qu'il y en a beaucoup de joueurs qui jouent en Angleterre. J'ai toujours un peu de mal avec les joueurs qui jouent en Angleterre. Pourquoi? Parce que c'est souvent des joueurs qui sont très chers, avec des gros salaires qu'on ne peut pas forcément offrir nous en Ligue 1, à Metz. Mohamed Ihataren, pardon. Ouais, un joueur qui a. Ouais, ça c'est rédhibitoire, hein. Ça c'est pas possible, hein. Un joueur qui a 4. Donc voilà un petit peu la recherche qu'on fait. Je vais juste vous montrer les listes que j'ai déjà un petit peu établies parce que bon, à côté de ça, j'ai déjà aussi fait mes recherches. On a déjà pas mal de joueurs qui sont dans la liste et qui sont susceptibles de venir dans des profils, vous voyez, assez différents et dans différents types de championnats. C'est des joueurs qui ont été repérés, vous voyez, dans l'ancienne recherche que j'avais faite pour les milieux offensifs centres. Donc vous voyez, vous avez ici un joueur qui joue un Uruguayen d'un très bon niveau, qui joue à Cagliari, qui n'est pas cher du tout, qui a un très gros salaire. Donc ça va être un problème pour nous. Un joueur qui prend 150 000 euros par mois, c'est beaucoup pour nous. Mais bon, on verra à l'hiver. C'est un joueur qui m'intéressait de près. Il y en a un autre qui m'intéressait de près, c'était André Anderson de la Lazio, qui lui n'a pas un très très gros salaire, qui lui, pareil, a des qualités qui sont quand même assez intéressantes. Je ne sais pas si le challenge l'intéresserait vraiment. Mais bon, après, je ne sais pas s'il a vraiment le profil que je recherche, s'il peut vraiment apporter le gros plus que je recherche, s'il peut vraiment apporter cette plus-value, cette grosse plus-value. C'est un joueur qui a un profil intéressant, d'un bon niveau, il n'y a pas de doute, mais est-ce que c'est le joueur top niveau que je recherche? Le 10 de très haut niveau, comme dirait le président Bernard Sorin. Euh, pour faire un peu dans la réalité. À côté de ça, vous avez des profils qui sont un peu plus orientés Ligue 2 et un peu plus orientés futur. Lenny Pierringuel, qui joue à Bordeaux, qui je trouve un joueur très intéressant de 19 ans avec de vraies qualités, notamment en tactique, et qui est pas mal en avance sur son âge, parce qu'un joueur qui a déjà ces notes-là en tactique, c'est déjà très bien. Et un joueur qui joue donc à Niort, c'est pareil, un joueur de 21 ans qui pourrait être un joueur d'appoint intéressant, mais pas comme titulaire. Mais ça peut être un joueur d'appoint ou un joueur pour la réserve et qu'on pourrait envoyer par exemple dans notre club filial à Sera en Belgique pour s'assurer de sa progression. Ça pourrait être une recrue possible. Voilà. Alors vous aurez compris que pour le moment, on va pas pouvoir faire grand-chose de plus. Vous voyez, on va pouvoir tisser des contacts, tisser des liens, se rapprocher de certains joueurs, mais on va pas pouvoir faire grand-chose. Parce qu'on n'a pas le budget, parce que pour le moment, la direction ne veut pas en entendre parler, parce qu'on est aussi en début de saison, et qu'on peut travailler, pourquoi pas tactiquement, améliorer les choses. En tout état de cause, on va s'en tenir là pour le moment. Cette recherche-là, elle va continuer. Je désespère pas de le trouver, ce numéro 10, avant la trêve comment je vais dire, qu'on puisse, pourquoi pas, en bénéficier tout de suite et le plus rapidement possible. Ça peut être important pour nous. Ça, vous le voyez, on part quand même d'assez loin en termes de niveau, mais on a quand même un statut à tenir dans un championnat qui n'est pas un championnat évident. Pour nous, voilà, on est quand même assez limité. Voilà, donc je vous ai dit ce que j'avais à vous dire sur cette partie du mercato. Ce que je vous propose, bah, c'est qu'on se retrouve très rapidement parce que la suite va très vite sortir. Le championnat va continuer. On a des matchs qui vont s'enchaîner. Vous retrouverez la suite donc sur FMS Live. Je vous le redis, je vous remets le lien qui est dans la description. Vous aurez du contenu écrit. Je ne vous cache pas qu'il est possible que un livre, sous forme de livre, romancé, fictif, tout ceci soit raconté également, cette recherche, autrement. Voilà, je vous mets un peu l'eau à la bouche pour que vous puissiez aller voir si ça vous intéresse. On se retrouve, nous, très rapidement pour la suite. On va voir un peu ce que tout ça donne. Et puis, écoutez, bah, portez-vous bien. Bonne carrière à ceux qui jouent à FM24. Et profitez de cette saison de football, profitez de la Ligue des Champions qui arrive pour améliorer vos tactiques, pour améliorer vos orientations, pour améliorer ce que vous faites dans le jeu. Bonne soirée à tous, salut!